Bonsoir à tous, bienvenue dans cette neuvième émission du Bistrot de LOSC, saison 2, une émission des supporters lillois du site Allez LOSC pour les supporters lillois. Un rendez-vous hebdomadaire qui évoque l'actualité du club en direct sur la page Facebook du Bistrot d'Allez LOSC et sur le groupe Facebook du site Allez LOSC. Alors, au sommaire, ce soir, nous reviendrons sur le dernier match de Ligue 1, Angers, le LOSC en mode Gaspi. Ensuite, nous ferons le bilan de ce premier tiers de la saison, de ce premier tiers du championnat, la fameuse 13e journée. Nous verrons finalement quelles sont les raisons de ce LOSC en courant alternatif. Et ensuite, dans la troisième partie de l'émission, nous reviendrons sur la Ligue des Champions. Après 4 journées, quelles sont les chances du LOSC avant le sprint final de la poule? Pour vous accompagner ce soir, nous avons des piliers du bistrot que vous reconnaissez. Nous avons tout d'abord Georges, le supporter du LOSC dunkerquois. Bonsoir Georges. Bonsoir à toutes et tous. Nous avons Christophe qui est également présent, exténué, revenu de Séville. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Tu auras l'occasion de revenir sur ton déplacement dans la dernière partie de l'émission. Nous avons le plus jeune d'entre nous, Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Qui s'occupe toujours de la page Breaking Dogs, si je ne dis pas de bêtises. Toujours. Et nous avons cette semaine un invité qui représente lui aussi une équipe. Alors, il s'agit de Thomas Deléglise qui représente le site Le Petit Lillois et que nous sommes ravis d'accueillir ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, ravi également et merci pour l'invitation. Alors, vous savez, avant de commencer l'émission et de poser quelques questions à Thomas, justement, qui va nous rappeler ou nous présenter le site Le Petit Lillois. Vous savez que dans le courant de l'émission, nous vous avons préparé une question. Je suis particulièrement fier de celle de cette semaine, qui vous permettra de gagner. Alors, cette semaine, il n'y aura pas de place pour le match à gagner, mais vous aurez l'occasion de remporter le bouquin de Fernando D'Amico, Game Football Infini, un bouquin qui, je vous le rappelle, est dédicacé par notre ami Fernando. Donc, la question tout à l'heure, lorsque vous serez très nombreux sur le site, il y a un petit piège dans la question, je vous dis tout de suite, mais je pense que vous l'apprécierez. Thomas, ces préambules étant terminés, d'abord, on te remercie d'avoir accepté l'invitation du bistrot d'Allez LOSC, ce qui démontre que dans la communauté du web lillois, il n'y a pas de concurrence. Plus on parle du LOSC, et mieux c'est. En tout cas, on soutient, nous, au bistrot, toutes les initiatives. Donc, bienvenue ici. Merci. Tout le monde connaît votre site et la qualité et la quantité des informations que vous diffusez. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vous venez, quelle est l'origine du site et quelle est votre ligne éditoriale finalement, qui vous êtes finalement, combien vous êtes dans l'équipe, comment vous êtes organisé? Alors à la base, Le Petit Lillois, c'est LOSC Actualité. C'est une page Facebook qui a été créée en 2012, donc moi j'étais pas encore là à l'époque. Et donc du coup, la page Facebook a pris beaucoup d'ampleur jusqu'à devenir la page la plus aimée sur Facebook, devant Gorichel, voilà, que moi je suivais depuis longtemps. Et après, du coup, ça a pris tellement d'ampleur qu'on a décidé de faire un site web. Et donc, du coup, on a changé de nom. Ça s'appelle du coup Le Petit Lillois. Et donc, moi, j'ai fait partie de cette aventure à partir de ce moment-là. Et voilà, notre ligne éditoriale, c'est justement de vérifier les informations, de ne pas balancer tout et n'importe quoi, voilà, de vérifier nos sources, parce que voilà, il y a des médias, notamment sur le mercato, hein, où c'est un peu sensationnaliste. Là, voilà, on essaie d'avoir des vraies infos et justement d'être 100% vérifiable. Et puis surtout, ne pas faire dans le sensationnalisme, le putaclic, comme on aime bien dire. Voilà, on aime bien donner de la vraie info. Et voilà. Et sinon, on est alors 8 ou 9 rédacteurs dans l'équipe. Et il y a aussi ce qu'on peut appeler pigistes ou rédacteurs ponctuels qui viennent parfois écrire pour notre site. Moi, Voilà. Je suis impressionné par l'organisation en tant que responsable depuis 20 ans du site Allez LOSC
et notamment du site à l'OSC, à une époque où on avait une volonté de développer cette partie rédactionnelle. Je sais le travail que c'est, et en tout cas, ce que vous faites est vraiment remarquable, je voulais le souligner. Est-ce que parmi les piliers, il y a des questions justement sur le site, sur la diffusion? Non? Juste une chose, moi j'aime beaucoup les interviews que vous pouvez faire, notamment. À chaque fois, c'est vraiment développé. Je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve que justement vous vous distancez de certains autres sites où on fait juste balancer des infos. Là, il y a vraiment un gros travail d'écriture et d'échange, notamment avec les anciens du club. Et je trouve ça vraiment très très bien fait. Et nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à faire ça, à avoir justement des gens qui ont marqué le club. Donc en fait, on essaye de vraiment discuter avec eux et de passer le plus de temps avec eux, parce qu'en fait, on adore ça, quoi. C'est nos idoles, c'est comme ça. Voilà. Et ça se ressent dans l'interview, Oui. je pense. Pas d'autres questions, Georges, Baptiste? Non? Je vous propose Ça viendra après. Je vous propose de passer à la première partie de cette émission, donc un retour sur le match de samedi. Angers, le LOSC en mode Gaspi. Un match nul décevant. On s'attendait à beaucoup mieux après notamment la victoire à Séville. Le LOSC qui retombe dans certains travers. Comment vous avez vécu ce match? Alors Baptiste, tu ne voulais pas parler juste avant. On va commencer par toi. Comment tu l'analyses, ce match nul? C'est dur de commencer sur ce genre de match parce que c'était un match, franchement, en première mi-temps, assez bon, mais assez brouillon en même temps. Et c'est vrai que voilà, après, on est parti sur cette deuxième période qui fut assez horrible à voir, je pense. Et enfin, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions, c'est dommage, parce qu'encore une fois, on les a, ces occasions. On les a. Il y a Yezice qui, malheureusement, bute sur un très bon Petkovic. Il y a Yilmaz qui malheureusement loupe cette dernière occasion. Alors, après, est-ce que c'est le terrain? Est-ce que c'est autre chose? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que voilà, ce fut un match assez compliqué face à une équipe d'Angers qui a très bien joué, hein, qui a très bien joué le coup. Et franchement, c'est dommage pour nous de repartir enfin, de rester avec qu'un point. Alors, les statistiques, quand on les regarde, sont un peu équilibrées. Il y a 11 tirs pour Lille, 9 pour Angers. Il y a 6 tirs cadrés pour Lille, 5 pour Angers. 46% de possession lilloise et 54 pour Angers. À la limite, l'avantage est à Angers au niveau des corners, 8 contre 4. Ensuite, on a 2 cartons jaunes partout, un carton rouge en toute fin de match et 6 hors-jeu pour Lille et aucun pour Angers. Donc, on a plutôt des statistiques équilibrées qui reflètent bien finalement ce match nul, mais on a un sentiment d'avoir vu un Lille gâcher finalement des occasions qui auraient pu lui permettre de remporter le match beaucoup plus facilement. Thomas, je te vois opiner du chef. Bah, alors, au-delà de l'aspect offensif, parce qu'on a quand même marqué un but, c'est bien. Mais moi, c'est surtout l'aspect défensif que je retiens. Quand l'année dernière, on était capable de fermer les portes, voilà, quand on marquait un but et qu'on avait l'avantage, généralement, voilà, on savait qu'on était à peu près serein. Et là, quand on voit le nombre d'occasions qu'on a reçues et la facilité des ailiers d'Angers à pénétrer dans notre défense, et notre pressing complètement désorganisé, franchement, il y a de quoi se tirer les cheveux, hein, comparé à l'année dernière, parce qu'à chaque fois, je compare avec l'époque Christophe Galtier. Franchement, je suis vraiment déçu cette année enfin, on n'est pas assez compact. Voilà. Et surtout que le but en juin, on a vraiment l'impression qu'ils avaient les défenseurs lillois avaient laissé des clés, ils les ont laissés se promener pendant 30 secondes pour aller marquer le but. C'était flagrant. Hein, c'est ça. Georges, est-ce que tu as ressenti la même chose à la vision du match, hein? Oui, si on fait le parallèle avec ce qui se passait l'année dernière, c'est que cette année, j'ai vraiment l'impression que quand on gagne, il faut vraiment qu'on soit excellent. Je veux dire, l'année dernière, on a gagné des matchs comme ça, on a gagné des purges comme ça, juste parce que il y avait un bloc équipe qui nous permettait d'éviter les mauvaises surprises. Le match en lui-même, je veux dire, on peut avoir un double regard, un regard un peu indulgent sur l'idée qu'il y avait le match de Séville juste avant, où il y a eu un gros investissement, mais en même temps,
c'est un match qui est dans la continuité de ce qui a été fait à Clermont, de ce qui a été fait contre Brest. Et là-dessus, ça nous renvoie toujours au questionnement. Et là, bon, je ne veux pas cibler certains joueurs en particulier, mais du choix des matchs, quoi. On y reviendra dans la deuxième partie Voilà. de l'émission, hein, sur le Mais bilan du sur ce début de saison. match-là, c'est aussi, on n'a pas vu des rendements aussi satisfaisants que ça pouvait être. Donc le match en lui-même, c'est vrai que le meilleur Angevin, c'est quand même le gardien de but. Je veux dire que ça a quand même été plus vivant que les purges qu'on a eues contre Clermont ou Brest. Mais voilà, ça arrive. Là, entre les deux trêves internationales, il y avait 12 points à prendre, on en prend 2. Et hormis Paris contre des adversaires pas terribles. Donc, ce gâchis-là, je pense que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, même si le match en lui-même n'a pas été vilain, quoi. Christophe, Jocelyn Gourvenec, dans ses interviews d'après-match, regrettait effectivement l'incapacité du LOSC à mettre ce fameux deuxième but, à se mettre à l'abri. Est-ce que tu penses que c'est la clé d'un match comme celui-ci ou c'est aussi, il faut le souligner, l'adversaire Angers qui était une équipe de fort belle facture, notamment par rapport aux dernières prestations qu'on a pu voir dans les années précédentes du même club, où on voyait plutôt des gros costauds qui venaient faire l'autobus derrière. Là, on a vu l'équipe qui jouait et c'était assez sympathique. De toute façon, on a eu une bonne première mi-temps, enfin une bonne. On a eu une première mi-temps qui tenait à peu près la route, on a marqué. La deuxième mi-temps est totalement dans les mains d'Angers. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue dans le stade. Alors, je crois qu'à la télé, ça peut être un peu différent. Mais effectivement, comme tu le dis, François, j'ai vu des joueurs techniques, que ce soit Cabot, Fujini, forcément Bouffal, on le connaît tous. Alors, le nom m'échappe, mais le petit 18, je crois que c'est lui qui marque également un joueur plein de qualité. C'est un gamin, mais voilà, ça joue vite devant, c'est technique, c'est pas mal construit. J'ai été étonné par cette équipe et j'ai vraiment vu la différence avec les années précédentes, avec ce changement d'entraîneur. Je trouve que ça leur a plutôt bien réussi. Alors après, comme le disait Thomas, c'est vrai qu'on n'a pas cette faculté à fermer le jeu, mais c'est pas de maintenant. Enfin, on gagne 2-1 contre Reims. Je pense qu'on aurait très bien pu également se faire remonter sur ce match-là. Le match de Brest, on marque, et derrière, on fait plus rien. Enfin, voilà, ce week-end, on marque, derrière, on a quelques occasions. Alors, oui, c'est vrai que le gardien, comme le disait justement Georges, il fait un arrêt extraordinaire, hein, juste devant nous. Là, c'est la main ferme. Voilà, on était tous avec les bras levés quasiment sur cette occasion. Donc voilà, oui, ça a été un match, voilà, on passe au travers une fois de plus. Mais je voudrais revenir aussi sur une petite chose, là, c'est les coups de sifflet sur l'occasion de Bourak et Bourak qui se plaint tout de suite de la pelouse. Je pense qu'il y a vraiment un souci aussi à ce niveau-là et ça peut jouer aussi en notre défaveur. Je pense que finalement, on a plus de mal peut-être à développer un jeu offensif et de qualité. On a beaucoup d'erreurs techniques dans notre jeu, mais je pense qu'aussi il y en a une partie qui sont peut-être imputables à la pelouse. Alors, je le rappelle, vous pouvez commenter l'émission ou poser des questions sur les commentaires Facebook, tant sur la page du Bistrot d'Allée-le-Losc, tant sur le groupe du site Allée-le-Losc. Donc, on a déjà des premiers commentaires. Alors, on a Chauve qui peut de Garni, donc, qui était invité à l'émission donc, il y a une quinzaine de jours, qui nous dit que pendant que le reste de la France regarde Macron à la télé, les Dogarni regardent le bistrot d'Allée-le-Losc en direct. Effectivement, ce soir, vous avez deux choix si vous voulez entendre des propos de bistrot. C'est Emmanuel Macron ou nous-mêmes ici ce soir. Et on parlait de la communauté du web lillois. On a sur l'équipe de Parlons Losc, en fait, la nouvelle équipe qui propose des lives avant et après les matchs, qui nous fait un petit bonsoir. Donc, on les salue également. Deuxième tour de table sur ce match Lille-Angers, c'est le traditionnel flop et top. Alors, pour Thomas, donc l'idée de ressortir parmi l'effectif lillois les tops, les quelques joueurs qui ont été en avant, et puis les flops, ceux qui ont été un peu décevants. Et même question finalement dans la foulée, avec les joueurs qui vous ont marqué dans l'effectif d'Angers. Alors, pour te donner un exemple, on va commencer par Georges qui va nous faire ses tops et ses flops. Le top, alors ça fait plusieurs matchs que je le place en top, mais là il a été particulièrement convaincant. Enfin, moi, ça reste Thiago Diallo parce que
pas spécialement sur ça, mais il est quand même sur une très bonne série. Donc, pareil pour Reinildo, ces deux tops-là. Après, j'ai bien aimé la première heure de Renato. Euh, pour les flops, je les donne tout de suite. Vas-y. Les flops, ouais, c'est le Iconé à deux vitesses, quoi. Il y a celui que j'ai vu à Séville et le Iconé d'hier soir. Évidemment, on aurait pu citer Bourak, mais si j'ai placé Iconé avant, c'est que vraiment, je perçois encore quelque chose qui est de l'ordre de, enfin, peut-être d'un manque d'envie, de motivation, je sais pas. Et puis, donc, Iconé, Yilmaz et Selic, qui a été moins inspiré que Renildo de l'autre côté, que j'ai pas trouvé terrible, quoi. Alors, et du côté d'Angers, est-ce qu'il y a des joueurs que tu souhaiterais mettre en avant? La bonne retrouvaille de Sofiane Bouffal, que j'ai toujours trouvé relativement, encore bien en jambes, quoi. Ce qui donne beaucoup de regrets d'ailleurs sur le déroulement de sa carrière, parce que je pensais j'espérais pouvoir le revoir plus haut. Et puis, ouais, le jeune buteur, c'est Baoken, non, je pense qu'il. Non, c'est Ounaï, je crois, qui marque le Unani, but. ouais, que j'ai trouvé pas mal aussi, quoi. Ok. Alors, Et l'exercice, Petrovic, évidemment. oui, bien J'ai oublié sûr. de le citer. On l'avait déjà cité tout à l'heure. Alors, Ouais. Thomas, l'exercice peut être un peu redondant. Alors, on va poursuivre tout de suite par toi pour te donner un peu de facilité. Les autres sont plutôt habitués à compléter les analyses des précédentes. Ok, bah ouais, non, je suis assez d'accord avec ton analyse. Euh, donc moi, je mettrais aussi Thiago Diallo, mais plus généralement la défense, hein, parce que Fonte a aussi été pas mal, Renildo, voilà, tu l'as souligné aussi, était pas mal. Juste, voilà, c'est lui enfin, de toute façon, sur le but, c'est un peu lui aussi qui est fautif. Et sur son côté, bah, il s'est fait un peu balader, je trouve. Et comme depuis le début de saison, enfin pour moi, Selic, depuis le début de saison, il a fait un seul bon match, c'est contre Séville. Le reste, c'était pas du haut niveau. Et puis, je sais pas, je pense que c'est plutôt un demi-flop. Je pensais à Renato Sanchez sans le ballon. Avec le ballon, voilà, on le connaît, il est très très bon. Enfin voilà, c'est celui qui sait renverser le jeu, le seul qui sait le faire à peu près. On avait Luis Araujo avant, mais maintenant c'est Renato Sanchez et un peu José Font aussi qui arrive à bien orienter le jeu, à renverser de côté d'un seul coup. Mais sans le ballon, enfin, j'ai trouvé son pressing, surtout après la demi-heure de jeu, vraiment, enfin, c'était assez flou ce qu'il faisait. Il savait pas trop comment se placer sans le ballon. Voilà, voilà. Et Et à puis Angers? Burak Yilmaz. Ah, bon, à quelle base? Ouais. Et à Angers, tu as des joueurs que tu voudrais mettre en avant? Le gardien surtout, enfin, son arrêt, sa main ferme, là, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait comme match. Il était vraiment très très bon. Et puis moi j'ai toujours aimé Sofiane Bouffal et Fulgini qui a aussi failli venir au LOSC apparemment cet été. Ça sent le football, hein, les deux. Franchement, c'est des joueurs qu'on aime voir jouer, des joueurs frissons. Et voilà, je les ai trouvés très bons contre Lille. Baptiste, est-ce que tu veux poursuivre en étant original, hein? Ça va être dur, hein, parce que je pense que Georges et Thomas, ils ont tout cité. Alors, bon courage à Christophe pour en reciter un après derrière. Ah, il y en a un, je vais pas te le prendre alors. Il va falloir que. Bah, non, mais Thiago Diallo, je pense qu'il a été très bon. Puis c'est bien que Thiago Diallo soit aussi bon. Moi, j'attends de voir, c'est au retour de Sven Botman, comment ça va s'organiser. José Font, Sven Botman et Thiago Diallo, comment le turnover va s'orienter. Après, niveau flop, bah, je pense que tout a été dit. Moi, je vais mettre le flop vraiment sur la pelouse. Enfin, elle était vraiment dégueulasse. Et après, ouais, du côté d'Angers, de toute façon, ouais, le gardien. Et puis Bouffal qui a été ouais, très bon là-dessus. Voilà. Bon courage, Christophe. Je vais t'aider, Christophe. Je vais t'aider. Qu'as-tu pensé dans le cadre des tops et des flops, notamment de l'entrée des remplaçants à Eh Lille? ben, justement. J'en ai deux que j'ai notés là. Alors, deux avec des choses totalement différentes, hein. J'ai bien aimé la entrée en jeu de Yavice. Alors, il n'a pas tout réussi, mais je trouve que dans l'état d'esprit, c'était plutôt pas mal, notamment avec la grosse occasion qu'il a et l'arrêt du gardien. Je pense que voilà, un autre jour peut-être serait rentré. Pas samedi, bon voilà. Mais j'ai bien aimé l'état d'esprit, hein, en tout cas. Je trouve qu'il y est depuis deux matchs quand il rentre, notamment
certains matchs à Séville déjà qui étaient plutôt pas mal, qui étaient plutôt intéressants. Et il y en a un autre, par contre. Alors là, je suis un petit peu déçu parce que d'habitude, quand il est là sur le terrain, c'est plutôt bien. Et là, l'entrée d'Onana qui se finit par un carton rouge, alors mérité ou pas, je m'en fous, mais voilà, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas laisser l'équipe à 10 à ce moment-là. Ça aurait pu se finir encore beaucoup plus mal. Et c'est surtout ce qu'il va prendre derrière, parce qu'a priori, c'est rouge direct du coup. Donc ça va être au minimum deux matchs de suspension. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un petit peu flop, un petit peu top, uniquement orienté remplaçant. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce match? Alors, ce match où maintenant au classement, nous sommes toujours dans le ventre mou, un 12e, et un ventre mou où on se rapproche des parties basses, si je puis me permettre. Nous sommes à 4 points de la place de barragiste, et alors que le podium s'éloigne, nous sommes à 8 points de la deuxième place et à 7 points de la dernière place qualificative pour l'Europa League. Alors, des choses à rajouter sur le match, Thomas? Quelque chose en Bah, particulier? juste pour revenir sur la pelouse, voilà, on a été élu pire pelouse par l'équipe, la 20e de Ligue 1, donc c'est quand même la honte, quoi. Et de notre côté, au Petit Lillois, on a essayé de faire un sujet, se rapprocher de la MEL, parce que c'est la MEL qui gère le stade et la pelouse, et on a jamais eu de réponse. Donc finalement, on ne saura jamais comment est entretenue la pelouse, mais apparemment très mal. Alors, la pelouse, si je dis pas de bêtises, elle doit être entretenue par Eiffage, C'est qui ça, s'occupe du Eiffage et la stade, MEL. et la MEL qui doit effectivement, normalement, en tant que bailleur principal du PPP, avoir des exigences et faire appliquer le contrat qui est prévu. Et c'est vrai que Mhm. pour le LOSC, en tant que locataire finalement, ou usufruitier du stade, si on peut employer cette expression, c'est vrai que vu le prix payé, les conditions d'exploitation du stade sont vraiment très déplorables. Mais bon, je ne sais pas comment sont construits les contrats, quels sont les recours possibles, mais en tout cas, ce n'est pas une belle image pour un aussi bel outil pour le développement du sport et de la culture, d'avoir une pelouse qui fait honte par rapport aux autres clubs de Ligue 1. Alors, ça nous permet de passer sans aucune transition avant de passer, il y a Olivier qui nous dit sur le Facebook, en flop, les joueurs qui ne sont pas venus saluer les supporters en fin de match. Alors, on est dans le sujet de la deuxième partie, on reviendra là-dessus, mais c'est vrai qu'en fin de match, on avait 4-5 joueurs qui sont venus saluer les supporters, en plus de Bouffal qui les a accompagnés. C'est une tendance qu'on constate depuis le début de saison et c'est vrai que ça a été très marqué, notamment à l'occasion de ce match d'Angers. Vous en pensez quoi rapidement? Georges, je te vois Bah, bon, prompt à réagir. non, je pensais au salut des supporters stéphanois en début de match. Et c'est parfois compliqué ailleurs, mais c'est vrai que bah, c'est surtout, moi, j'étais pas au stade, donc j'ai pas assisté, mais la réaction de Fonté qui laisse entendre aussi que là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il balance un pavé dans la mare, donc est-ce que par-delà ce salut, il y a pas un problème plus profond, quoi. Parce qu'au bout du compte, moi, je l'ai appris par José Fonté. Le fait quand même de venir le balancer comme ça juste derrière, c'est peut-être qu'il y a un truc sur le cœur. Je ne sais pas. Je pense que. Surtout que si on écoute les propos de José Fonté, il y avait bien des instructions données par le club d'aller saluer les supporters, des instructions qui n'ont pas été respectées. Thomas, tu confirmes par rapport à ce que vous avez pu savoir? Oui, oui, mais enfin, franchement, vous vous rendez compte que Sofiane Bouffal, un joueur de l'équipe adverse, est venu saluer les supporters et pas nos joueurs, enfin, et que 5 joueurs, et pas tous nos joueurs, enfin, c'est pareil, là, c'est la honte. Et surtout que voilà, on fait pas, enfin, voilà, on perd pas, on fait 1-1, c'est un résultat décevant. Les supporters ont chanté pendant tout le long du match. On est là depuis le départ, malgré le fait qu'on soit quand même en deuxième partie de classement. C'est le minimum à faire de venir ne serait-ce voilà 30 secondes, 1 minute devant les supporters saluer. Je trouve ça déplorable. Voilà, et puis, comme le disait Christophe, tu veux rajouter Ouais. quelque chose? J'ai rajouté un petit truc, mais ça a à voir avec le match de samedi où on a ces joueurs qui rentrent très vite au vestiaire. Et si on peut revenir à quelques jours en arrière, pardon, le match de Séville, où j'ai eu la chance d'assister à l'arrivée des joueurs à leur hôtel. Alors, je sais que c'est juste avant un match de Ligue des Champions, sauf que c'est la veille à midi. Ils descendent du bus. On est à peu près
4 devant l'hôtel. Il y a Benjamin André qui s'arrête, José Fonte, et c'est tout. Les autres sont descendus du bus, même pas un regard, même pas un geste, on n'en pas grand-chose. Ils sont rentrés dans l'hôtel à l'ignorance totale. Et ensuite, on a le staff technique et notamment Olivier Létang qui s'est arrêté, qui a pris un petit peu de temps à venir discuter avec nous. Voilà, 2 joueurs, on n'en est rien, hein, mais 2 joueurs qui s'arrêtent. Alors, Et toujours les mêmes. c'est un sujet qui n'est pas récent. On évoquait, je le disais avant l'émission à l'un d'entre vous, on évoquait déjà le sujet à l'époque de Claude Puel et de Xavier Tuyau. On est malheureusement dans un contexte où le joueur en tant que tel, finalement, a peu d'égard vis-à-vis du supporter. Mais on peut au moins faire semblant. C'est ça, en fait. Il y a une organisation, quand le club organise avant les matchs de Ligue 1 une arrivée des joueurs, il y a un minimum à faire, un minimum de respect du public. Et après le match, même si on est déçu du résultat, un petit signe de la main, une petite reconnaissance, c'est quand même le minimum syndical et le respect professionnel vis-à-vis du public. Quand on a une pièce de théâtre, les comédiens, ils saluent le public. Ça devrait être une obligation contractuelle pour nos joueurs de foot de Ligue 1. Et en tout cas, j'espère qu'ils pourront changer de comportement le plus rapidement possible. Alors, ça nous permet de faire une transition avec la deuxième partie de l'émission. Deuxième partie de l'émission, donc quel bilan au premier tiers de championnat pour le club? Alors, un LOSC qui évolue en mode courant alternatif. Un jour, les supporters rient, un autre, ils font la grimace. En tout cas, on sent monter une impatience des supporters. Courant alternatif, ACDC, les supporters veulent de la transformation. Celle-là, elle devrait faire plaisir à Georges. Et alors, je vais poser une question pour faire ce bilan de ce premier tiers de championnat décevant. Finalement, à qui la faute? Est-ce que c'est la faute des joueurs? Est-ce que c'est la faute de l'entraîneur, comme on le voit à de multiples reprises sur les réseaux sociaux, depuis même presque avant l'arrivée de Jocelyn Gourvenec d'ailleurs? Est-ce que c'est la faute des dirigeants actuels ou précédents? Est-ce que c'est la faute des supporters qui veulent peut-être mettre un peu trop de pression sur l'équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quel bilan d'abord vous faites de cette première saison et ensuite on essaiera d'analyser les causes. Thomas, je te laisse commencer le débat. Quel bilan tu fais de cette saison post-titre de champion de France? Bah, ouais, de toute façon, tu l'as dit, c'est clairement un courant alternatif. On parlait tout à l'heure des joueurs qui choisissent leur match. Bah, c'est clairement ça. On a vu Brest, on a vu Lorient, on a vu Nice. De l'autre côté, on a le Trophée des champions contre Paris, on a Séville, on a Marseille. Dans les grands matchs, le LOSC est là, mais malheureusement, je sais pas ce qui manque, peut-être de la motivation. On se repose un peu sur nos lauriers en disant que voilà, on est champion, on n'a plus rien à prouver. Je sais pas, mais voilà, du coup, ça se donne quand même une triste place en Ligue 1 pour l'instant, et même si on est toujours en course en Ligue des Champions. Georges, tu l'analyses comment ce début de championnat? Décevant, Bah, attendu ou bizarre? du courant alternatif, c'est que d'une part, c'est pas terrible, mais en plus, enfin, je veux dire, le gros de notre épargne au point, on le fait quand même sur 3 matchs affilés, sur une série. C'est-à-dire si on enlève sur les 13 matchs cette série, on a quand même un championnat qui est plus que médiocre. Et ouais, en effet, c'est un peu. Enfin, moi, j'en reviens à cette idée que systématiquement, c'est les matchs entre guillemets de gala qui étaient les matchs les plus investis, là où on a le plus de résultats. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à me donner une cohérence. Je me souviens qu'après Montpellier, je me dis, tiens, la saison est peut-être lancée, on a la première victoire, juste derrière, on enchaîne sur Lorient.
on a donc ces 3 victoires qui arrivent. Je me dis, c'est bon, c'est parti. Ce coup-ci, on y est, bim, Clermont. Et depuis Clermont, clairement, ça ressemble de plus en plus à une panne sèche, quoi, puisque c'est 2 points sur 12 matchs. On a joué Brest, qui est quand même, qui était, avant de nous affronter, la tête dans le sac. 2 points sur 12, tu voulais 2 dire. points sur 12, oui, sur la dernière série, enfin sur les 4 derniers matchs. Donc, voilà, je pense aussi. Alors, moi, je ne voudrais pas rentrer dans un terrain un peu complotiste, mais est-ce que certains joueurs ne pensent pas à s'afficher sur des matchs un peu plus importants, sachant qu'ils seront un peu plus vus, des matchs un peu plus médiatisés? En tout cas, moi, je me rends compte que là-dessus, il y a un problème. Quand tu es capable de surclasser Marseille ou même de faire le match que tu as fait à Séville, tu ne vas pas me faire croire que tu n'as pas le niveau de faire une perf contre Brest ou Clermont, quoi. Christophe, tu rejoins cette analyse? Alors, sur le choix des matchs, non, parce que j'ai jamais été d'accord avec ça. Je pense pas qu'on puisse choisir un match. Après, le fait de faire des bons matchs, effectivement, on a fait des bons matchs. On a fait des bons matchs à Paris, on perd 2-1. On a fait un match correct à Lens, on perd, le deuxième du championnat. J'ai la liste devant moi, hein. On a joué contre Nice, on a pris une raclée. On a battu Marseille, oui, effectivement. On a battu Montpellier, mais après, c'est tout. Si vous prenez le premier tiers du championnat, on a battu une équipe de ce premier tiers du championnat. Donc, si c'est choisir des matchs et faire des gros matchs, bon, oui, on a fait des matchs corrects pour ces équipes-là, mais on n'a gagné qu'un seul. Donc, voilà, effectivement, on a fait des bons matchs en Ligue des Champions. On en a gagné un également. Donc, je pense vraiment, personnellement, on en a déjà parlé, hein, il y a vraiment un problème de niveau. Et je pense que le problème également, c'est la transition qu'il y a pu y avoir entre Galtier et Gourvenec. Et là, je suis désolé, mais c'est la direction du club. Et puis les joueurs qui voulaient partir et qui a priori n'ont pas pu partir, problème de niveau, problème d'argent ailleurs, je ne sais pas, je m'en fous, et qui sont là et qu'on ne revoit pas vraiment au niveau qu'ils ont pu avoir l'année dernière, qui ont sans doute performé l'année dernière, surperformé, on ne les retrouvera pas à mon avis. Et je suis inquiet pour le mois de janvier, ceux qui avaient une petite carte de sortie là, et qui vont se barrer parce que de toute façon, ils n'en ont rien à ce que du Lost, ça m'étonnerait qu'on les revoie. Alors, tu commences déjà à évoquer finalement le deuxième tour de table, mais finalement, le sujet est peut-être plus général qu'une simple responsabilité. Baptiste, tu veux rajouter quelque chose sur ce sentiment de début de saison? Non, je pense que tout a été dit. Moi, je pense vraiment, enfin, il y a des joueurs qui doivent choisir leur match, pas l'intégralité, mais quand je vois par exemple qu'un Renato en Ligue des Champions est vraiment super bon. Donc voilà, en Ligue 1, il est bon, mais patauge un peu. Je me dis vraiment que c'est un joueur qui voilà, se dit c'est un match pour l'Europe, je vais pouvoir me montrer. Et en tout cas, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il doit y avoir quand même des problèmes sur certains de ces joueurs, dont Renato, qui doivent choisir leur match. C'est pas possible. Alors, je vous propose d'essayer de définir qui est responsable finalement de la situation. Alors, je vous donnais des pistes tout à l'heure. Est-ce que ce sont plutôt les joueurs? Est-ce que ce sont plutôt les dirigeants? Est-ce que c'est plutôt l'entraîneur? Est-ce que c'est la pression, finalement, l'attente des supporters? Est-ce que ce sont les fautes d'arbitrage? Je ne sais pas. Enfin, je vous lance plein de pistes. Alors, Thomas, sur le site Le Petit Lillois, vous avez publié une lettre ouverte, notamment. Alors, si j'ai bien compris l'origine de ça, c'est parce qu'on vous reprochait finalement de ne pas prendre fait et cause contre Jocelyn Gourvenec et d'atténuer un peu les sentiments qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui sont très vindicatifs, voire même d'une violence inouïe vis-à-vis de l'entraîneur du LOSC. Oui, oui, c'est ça. Il y a même des gens. Hein, Internet est magique. Hein. On nous dit des fois que on nous envoie de l'argent, que les temps, voilà, nous brossent dans le sens du poil, alors que voilà, les temps, on lui parle pas. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu être clair et qu'on a voulu dire qu'il n'y a pas qu'un seul responsable. C'est pas seulement Jocelyn Gourvenec, même si il a sa part de responsabilité là-dedans. Mais c'est un peu tout le monde. C'est les dirigeants, c'est l'entraîneur, c'est les joueurs et c'est aussi les supporters. Parce que voilà, c'est les supporters. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression mise sur l'entraîneur. De toute façon, c'est récurrent. Il y a pas que LOSC, mais souvent, quand il y a un problème, c'est l'entraîneur. Enfin, c'est lui qui est pointé du doigt.
Et là, non, voilà, on a voulu prouver avec cette lettre que c'est aussi, et pour moi aussi, surtout les dirigeants et les joueurs. Alors, je vous propose de commencer le tour de table sur les responsables de la situation du LOSC, justement par l'entraîneur. Comment vous analysez sa responsabilité? Est-ce qu'il est totalement responsable en partie? Ou quelle est sa part de responsabilité dans la gestion du groupe? Alors, qui veut commencer? Baptiste? Je te vois dubitatif, donc ça me fait plaisir de te lancer en premier dans cet échange. Mais donc là, c'est la part de responsabilité de Gourvenec. Pour moi, elle est là. Bien sûr, on va pas dire que Gourvenec n'a aucune part de responsabilité, mais pour moi, c'est pas la plus grande dans ce début un peu raté de saison du LOSC. C'est pas lui qui est sur le terrain. Voilà, je pense que par exemple, face à Angers, il met le meilleur 11 possible. Après, voilà, si les joueurs devant sont pas efficaces, si en défense, il y a un souci, c'est pas de sa faute. Après, j'ai bien aimé ces 5 changements qui ont été faits contre Angers, ce qu'on lui reprochait d'ailleurs. Et donc là, il les refait et il arrive quand même à être reproché sur des choses qu'il ne faisait pas avant. Donc ça me tue un peu. Mais non, pour moi, Gourvenec, bien sûr qu'il a une part de responsabilité. Maintenant, je pense que venir au LOSC, c'est plus un cadeau empoisonné qu'autre chose. Ah, c'est la magie d'Internet hein, Ouais, c'est fort, hein. qui, effectivement, on va reprocher à Gourvenec à ce match aussi d'avoir fait des changements trop tôt et trop nombreux qui ont C'est ça. déstabilisé l'équipe, alors qu'au match précédent, on lui reprochait de ne pas faire de changement avant la 88e minute et de ne pas prendre ses responsabilités en tant que coach. Donc je crois C'est qu'il y a ça. un moment, on est dans un débat qui devient irrationnel. Alors, il a des responsabilités et peut-être pour justement continuer ce débat avec les autres piliers, moi, il y a un indicateur qui m'inquiète quand même. Alors, on en parlait tout à l'heure, c'est l'absence de salut des joueurs au public alors qu'on leur a demandé. Est-ce que ce n'est pas un indicateur comme quoi il y aurait une crise d'autorité de Jocelyn Gourvenec par rapport à son groupe? Georges, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je repense à ce qui a été évoqué une fois par un fameux pilier enfin, qui est pas présent ce soir, mais qui assiste, et qui est Julien, qui évoquait justement la façon dont, comment dirais-je, Galtier avait su gérer la transition entre les deux directions l'année dernière. En remobilisant les joueurs parce qu'ils se retrouvaient sur un projet qui n'était plus du tout le projet Lopez et finalement à surdonner une mayonnaise et peut-être que c'est pas pour rien non plus qu'il est parti cette année et que ça devenait beaucoup plus compliqué que on avait des joueurs qui étaient compliqués à mobiliser. Alors j'ai envie de dire manifestement Gourvenec, c'est peut-être pas la solution, mais j'ai pas non plus l'impression que ce soit le problème. Ce que je veux dire par là, si c'était le problème, ben voilà, les choses sont simples, on vire Gourvenec, on parie qu'un nouvel entraîneur et tout va bien. Sauf que là, je pense que c'est plus profond. Je suis pas convaincu que si on change d'entraîneur maintenant, on aura forcément le fameux choc psychologique qui fait que l'équipe va rebondir, quoi. Donc, ouais, à partir du moment où un entraîneur n'a pas de résultat, il a sa part de responsabilité, mais voilà, je pense qu'elle est relativement limitée. Alors Christophe, est-ce qu'on peut dire que Gourvenec n'a pas de résultat cette année au LOSC? Il est quand même deuxième de la poule en Champions League. Alors Ouais, c'est le quand même championnat, c'est quand même un classement qui est très, très valorisant et qu'on a rarement eu l'occasion de pouvoir justifier. Certes, il y a une 12e place en championnat avec des matchs qui sont plutôt bons ou des fois un peu mauvais. Comment tu analyses, lui, la part de sa responsabilité dans la situation actuelle du LOSC? Pour moi, c'est pas le principal problème. Au contraire, je trouve qu'il a essayé de faire des choses intelligentes au départ. Il a été pris en grippe avant son arrivée, mais le fait d'essayer de garder le schéma que les joueurs connaissaient, c'était censé le maîtriser, pas révolutionner l'effectif ni le système de jeu. J'ai trouvé ça plutôt intelligent de sa part. Voilà, avec des moyens qui n'étaient pas illimités. Pour moi, c'est pas lui le problème. Moi, vraiment, le problème, c'est vraiment l'étang qui l'a nommé tard. De toute façon, pour moi, c'est l'étang et les divas qui sont sur le terrain. Alors là, on a affaire à des divas complètement aphones. Voilà, ils produisent plus rien, ou partiellement. Voilà, donc moi, c'est vraiment plus les joueurs. J'ai vraiment ça. Voilà, c'est mon ressenti là actuellement. Plus le problème des joueurs. Thomas, quels sont les responsables que tu souhaites développer maintenant? Plutôt les joueurs ou plutôt Olivier Létang et les dirigeants du LOSC?
Pour revenir sur les joueurs, en fait, c'est les mêmes joueurs que la saison dernière. Et Alors, du coup, si on n'arrive plus à les concerner, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et donc, je pense que Gourvenec a sa part de responsabilité parce que justement, il n'a pas cette autorité, ce management à justement concerner les joueurs à chaque match. Et ça va même plus loin, je pense, aussi à chaque moment du match. Parce que voilà, on fait une bonne première demi-heure, une bonne première mi-temps contre Angers, et puis la seconde, Christophe Galtier arrivait justement pendant tout un match, même si on avait des périodes un peu de creux, à mobiliser tout le monde, à concerner tout le monde pendant quasiment tout le match. Et là, je pense que Gourvenec, après, voilà, Greg Galtier, c'était vraiment parfois excessif sur le terrain, sur la touche, il montait, il criait, voilà. Et là, en fait, je pense qu'il y a ce changement aussi peut-être perturbe un peu les joueurs ou qui justement voilà ils se disent voilà c'est tranquille, on ne gueule pas dessus, enfin voilà, je sais pas trop. Alors, Julien, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui apparemment a beaucoup de choses à dire sur le Facebook de l'émission, d'abord nous dit que Gourvenec a forcément une part de responsabilité, mais il n'a pas toutes les cartes en main. Les transferts n'ont pas été faits au mercato, donc c'est pas lui. Les primes de champion de France pas payées ou payées tardivement, ce n'est pas lui. Et il a hérité d'un groupe démobilisé, sans gardien de but, avec au moins 5-6 piliers qui voulaient partir au mois d'août, alors que le championnat avait déjà repris, arrivant en juillet, et en prenant le groupe si tard, comment pouvait-il performer? Alors, je vais poser la question autrement à Georges, je crois que c'est ton tour. Est-ce que tu crois que Christophe Galtier aurait fait mieux avec le même groupe? C'est la question que j'ai posée tout à l'heure, justement, en indiquant son départ. Bon, il y avait sûrement enfin, voilà, les sirènes niçoises, est-ce que ça valait le coup? Mais c'est vrai qu'il est quand même parti très précipitamment. Moi, j'ai quand même cette sensation qu'il a tenu le groupe sur la course au titre et sur l'idée qu'après le titre, parce que les mecs étaient venus là quand même sur une politique de trading, ils pourraient être revendus dans des clubs prestigieux, puisque les mecs ont signé pour ça. Avec Lopez, ils ont signé dans ce but-là. Et à partir du moment où ça stagnait au niveau des transferts, que très peu de joueurs sont partis, que les mecs se retrouvaient là, de surcroît dans un projet qui n'était plus du tout le projet initial. Euh, je ne suis pas certain qu'il aurait pu maintenir une année de plus une mobilisation globale. C'est pour ça que je vous disais, hein, je ne suis pas sûr que le changement d'entraîneur soit la solution. Christophe, pour développer un peu ça, avant de poser la question d'ailleurs du jeu pour gagner le livre de Fernando D'Amico, juste après ce premier tour de table, comment tu analyses? Est-ce que ce groupe lillois, justement, après avoir atteint le Graal dans des conditions de motivation extrêmes, est-ce qu'il ne souffre pas finalement d'un mouvement de décompression, voire même de découragement de joueurs qui voulaient partir ailleurs pour monnayer leur talent, entre guillemets, et qui n'ont pas pu pour plein de raisons, parce que le marché du football est en berne, parce que le Covid, parce que il valait peut-être pas aussi cher que chacun pouvait y prétendre. Comment tu analyses, toi, cette situation au niveau des joueurs? C'est ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, il y en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Je pense que pour moi, c'est vraiment un des problèmes de l'équipe cette année. On a perdu le président, on a perdu Campos, on a perdu Hidalgo. Certains joueurs sont venus pour au minimum une de ces personnes, voire deux. Ils ne font plus partie du projet lillois. Ces joueurs sont restés là. Certains avaient des bonnes sorties, notamment Sanchez qui se blesse à l'Euro, qui fait un Euro plutôt sympa, plutôt bon. On lui dit tu pourras partir, finalement il se blesse, il ne peut plus rien faire, il est bloqué à Lille. Pour moi, c'est vraiment le fait de se ressentir bloqué, vraiment. Donc voilà, effectivement, il y a une caméra qui traîne, il fait 3 matchs de haut niveau, et puis derrière, il y a comme à laisser aller. J'ai même peur là, parce qu'il y a une petite trêve internationale. Encore une fois, il est convoqué. Dans quel état on va le retrouver encore une fois, parce qu'on sait qu'en plus c'est quelqu'un de fragile. Donc, inquiétude. On fait re-signer José Fonte dans les derniers jours, enfin voilà, jusqu'à la fin, ça a traîné en longueur. Enfin, quelle vision on peut avoir des joueurs là? À mon avis, Ikoné Bamba avait également un bon de sortie. On a dû leur promettre plein de choses, ces garçons. Ils se retrouvent encore une fois à Lille. Pour certains, ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'ils sont là. C'est beaucoup, surtout quand, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on leur promettait allez, peut-être 2 ans et puis on signe dans un gros club. Même s'ils ont été champions de France, je ne pense pas qu'ils s'attendaient à renouveler l'exploit.
Et puis c'est sûr que la décompression après le titre, nous, ça a été la même chose, hein. On a quand même fait la fête aussi. On n'était pas forcément très frais le lendemain. Je ne pense pas qu'eux s'en soient remis si vite. Le retour à l'entraînement a dû être tardif. Pour certains, les vacances ont dû être un petit peu plus prolongées, l'Euro pour certains. Donc, oui, je pense que la préparation a dû être compliquée. Et puis là, maintenant, bah, il y a l'engrenage. Donc, quand on commence par des victoires, tout va bien. Et puis, quand on voit que ça commence à être difficile et que les difficultés s'enchaînent, oui, je pense que pour certains joueurs, il va falloir se remettre en question, je pense. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On parle du départ de Galtier. Certains, notamment Jean-Michel, regrettent qu'il ait finalement, en quelque sorte, parce que lâché ses hommes, lâché son groupe et pas aller jusqu'au bout de l'expérience. Il y a... Alors, je ne retrouve pas le message de Lionel, Lionel qui dit bonsoir à tous. C'est un peu facile de taper sur Gourvenec malgré un coaching parfois douteux. Donc là aussi, il ne le blanchit pas complètement. Personnellement, moi, à mon boulot, je n'ai pas besoin d'avoir mon chef derrière moi pour faire un bon job. Les joueurs sont des grands garçons. Ils peuvent prendre leurs responsabilités. Voilà, donc les avis sont vraiment très partagés, mais beaucoup Une moins. dernière remarque, oui. Par-delà simplement la perf, pour Courvenec, je pense qu'il y a aussi ce que j'appellerais la jurisprudence Pluel, qui arrivait après un entraîneur emblématique, Vaïd, qui avait tout gagné avec le LOSC. Et d'emblée, il avait été, dès le premier match, pris en grippe par le public. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi pour Courvenec, qui arrive juste après Galtier, quoi. Il souffre forcément de la comparaison. C'est ça. Oui. Et Puel l'avait vécu sa première saison, plus que sa première saison d'ailleurs, à Lille. Et Michel Sédou avait été très patient. Et d'ailleurs, Voilà. il en a été grandement récompensé par la suite. On va terminer ce sujet avec la part de responsabilité des dirigeants. Avant tout ça, il est temps de vous poser la question du jour. Alors, la question du jour, c'est pour vous rappeler, vous pouvez gagner le livre de Fernando D'Amico, donc Game Football Infini. Hop, on ne le voit pas très bien. Un livre qui, je vous le rappelle, est dédicacé par Fernando. Donc, pour ça, il suffit de répondre à la question de la semaine. Le premier qui répond sur le commentaire du groupe Allez le LOSC remporte le bouquin. Alors, petit signe à celui qui gagne quasiment tous les cadeaux depuis quelques semaines, laisse un peu de chance aux autres. Alors, la question, elle est simple, pas si simple que ça. Quel est le joueur angevin qui ressemble le plus à un... Quel est le joueur angevin qui a évolué dans l'équipe samedi qui ressemble le plus à un dog? Allez-y. Vous pouvez vous lâcher sur les réseaux sociaux, surtout pas d'indices dans l'équipe du bistrot. Restons discrets. Vous pourrez participer aux réponses par la suite. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, je vous propose de terminer le tour de table des responsabilités avec les dirigeants. Alors je vais commencer par Georges parce que je sais qu'il va peut-être développer, parce qu'on dit des dirigeants, mais pas forcément des dirigeants actuels. Alors pour toi, est-ce qu'ils ont une part de responsabilité et est-elle grande? Georges. Bah, sans être dans le secret d'alcôve, je pense que, encore une fois, je dis le départ de Lopez fait qu'on bascule sur un projet qui est totalement différent. Le mec était venu pour du trading. Aujourd'hui, on ne sait pas où ça en est. Enfin, il y a quand même beaucoup de zones d'ombre sur la période de gestion Lopez. On est dans le jeu de l'info-intox, mais est-ce que lui nous explique qu'il aurait très bien pu rester, que la situation financière était viable? Le nouveau repreneur nous explique qu'au contraire, le club était au bord de l'association de... donc, je ne sais pas, mais de toute façon, cette espèce de transition extrêmement brutale fait que sans doute aujourd'hui, on a un changement intégral de projet qui est annoncé, hein, puisque les temps arrivent et annoncent quelque chose de tout à fait neuf. On va revenir à la formation, les joueurs, on va essayer de garder des joueurs un peu plus longtemps et plus du tout dans l'esprit trading. Donc, ouais, moi je pense que la transition fait que les deux, quelle que soit la part de responsabilité, savoir si Lopez
Lopez a été viré légitimement ou non. Si c'est légitime, de toute façon, il fallait le mettre dehors puisque le club était mort sinon. Si tel n'est pas le cas, je vous dis, ça doit être dans les alcôves que se déroulent des choses qui nous échappent complètement. Mais cette part-là, oui, pour moi, c'est essentiellement, finalement, cette espèce de tectonique des deux directions qui fait qu'aujourd'hui, on est dans un projet qui manifestement n'est pas lisible tout simplement que pour les supporters, quoi. Un beau sujet, Thomas. Toi qui suis donc la vie du LOSC depuis de nombreuses années, comment tu analyses la part des responsabilités des dirigeants? C'est plutôt les anciens, c'est plutôt les nouveaux qui sont responsables de ces mauvais résultats de cette première partie de saison? Bah, si on prend en compte les difficultés financières, enfin même avec ça, il y a des trucs qu'on comprend pas toujours. Voilà, après on sait pas tout, hein, c'est ça aussi le problème. Mais je pense que déjà au niveau du mercato, non, d'abord on va parler des primes des joueurs. Voilà, ça a été dit en commentaire tout à l'heure. Bah voilà, les joueurs ont pas reçu leur prime de match, donc quand la nouvelle direction arrive et enfin l'un des premiers trucs qu'ils font trois mois après leur arrivée, c'est bah ils disent aux joueurs bah non bah finalement vous n'aurez pas vos primes de champion. Bah ça fait mal pour eux quoi. Forcément ils se sentent beaucoup moins intégrés au projet alors que sous Lopez c'était complètement différent. C'est avéré cette histoire de prime? Oui, je pense qu'ils les ont jamais eu. De toute façon, c'était relayé par les grands médias, donc je pense que cette histoire est vraie. Et si je peux revenir aussi sur le mercato, donc malgré les difficultés financières, je pense que ça a été mal géré. Il y a des transferts que j'ai pas compris, des transferts qui manquent. Alors déjà, Gudmundsson, même si je suis persuadé que c'est un bon joueur, je comprends pas son arrivée. Voilà, à ce poste, on a Reinildo, certes qui a failli partir, mais qui est toujours là. On a Bradaric, encore, du coup, qu'on ne voit plus. Donc, on a trois joueurs à ce poste, Gudmundsson, Bradaric et Reinildo. Et voilà, j'ai pas compris le recrutement de Gudmundsson, qui met complètement en tribune Bradaric. Et puis, on va parler aussi je pense il nous manque deux postes. Ouais, parce que voilà, on a remplacé Soumaré par Onana, on a remplacé Maignan par Gerbic. Mais Luis Araujo n'a pas été remplacé. Je pense qu'au poste d'ailier droit, on n'a pas de véritable ailier droit. On met Ikoné, enfin moi on me dit qu'Ikoné ou Yazici peut jouer à ce poste, mais je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, les deux joueurs sont plus des joueurs qui peuvent jouer dans l'axe derrière un attaquant. Et donc du coup voilà, on n'a pas de véritable ailier droit. Il y avait Ferrat qui était dans les pistes, voilà, qui en plus était vraiment pas très cher. Nîmes le bradait à 4 ou 5 millions, il me semble. Je pense qu'on pouvait le prendre. Et puis l'arrière droit, voilà, on a Celik, Jérémy Pied qui joue plus un match depuis je sais plus combien de temps. Et du coup, on met Thiago Diallo qui n'est pas à son poste et qui est largement meilleur, on le voit maintenant, qui est largement meilleur en centrale. Donc voilà, je pense qu'il nous manque aussi, un arrière droit. Donc voilà, du coup, on a trois joueurs qui sont arrivés, mais pour moi, c'est pas assez. Alors, dans la gestion du mercato, il y avait une question sur le forum d'Alelos qui concernait notamment l'absence dans les compositions d'équipe de joueurs comme Nias, qui n'a jamais eu sa chance, ou de Liadji, qui au départ faisait quelques apparitions et qui semble avoir été grillé complètement par une sous-performance contre Wolfsburg quand il est rentré en fin de match et qu'il a été un peu décevant. Comment tu vois ça, toi, Thomas, sur la gestion de ces cas un peu particuliers on peut même rajouter Bradaric que tu citais tout à l'heure, qui sont complètement sortis de l'effectif, alors que dans le cadre du turnover, avec la succession des matchs entre la Coupe d'Europe et le championnat, ils auraient pu avoir leur chance à un moment donné, au moins en tant que remplaçants sur certains matchs. Pour Tcheknias, voilà, de toute façon, il a fait sa lettre ouverte et je pense que c'est aussi lié à Renato Sanchez.
voilà, je pense que c'est un concours de circonstances, mais je pense qu'on va s'en mordre les doigts parce que à aucun moment on l'a respecté parce que le mec est au LOSC depuis pas mal d'années et on le fait jouer à tous les postes sauf son poste. Voilà, on l'a fait jouer central, on l'a fait jouer arrière droit. Et voilà, à un moment, lui, il voulait avoir sa chance, il l'a jamais eu avec 2 entraîneurs quand même. Et voilà, je sais pas comment ça a été géré son cas, mais en tout cas, ça a été très mal géré. Et pour lui, Surtout que Nias, quand il a fait des apparitions l'année dernière, même si c'était pas son poste, il était très, très performant et il a fait une bonne fin de saison en Grèce dans le club où il a été oui, prêté. voilà, ouais. Ouais, bah moi je pense que c'est un bon joueur. J'ai pas regardé les matchs du Panathinaikos là, mais apparemment les supporters étaient contents, enfin, de toute façon les dirigeants voulaient le garder. Euh, mais moi voilà, je comprends pas pourquoi il a jamais eu sa chance. Et c'est pareil pour Liadji. Je sais pas si c'est sportif, enfin comme tu le dis. Parce que voilà, il a fait une sous-performance. On est d'accord que sa rentrée contre Wolfsburg, c'était pas la meilleure. Mais contre Strasbourg, il était là. En début de saison, il était là aussi. Il a apporté quelque chose. Donc à un moment, enfin voilà, moi j'ai pas les éléments, mais on se pose des questions. On se dit mais comment ce mec-là, enfin Campos a dit que c'était l'un des 5 meilleurs jeunes au monde, comment il peut être sur la touche et même pas, enfin il rentre même pas en jeu. C'est incompréhensible. Je sais pas. Surtout que tu l'évoquais tout à l'heure, on a perdu à Rojo et que Liadji, dans ce registre-là, pouvait apporter certainement quelque chose, même s'il reste encore très jeune, hein, mais au moins jouer quelques dizaines de minutes pour monter en puissance. Euh, Parmi les piliers du bistrot, comment vous voyez un peu cette analyse? Est-ce que donc là, c'est de la responsabilité de la direction, justement, la gestion de ce mercato qui est un peu particulière, ou il y a d'autres points que vous vouliez mettre en avant sur la responsabilité des dirigeants? Christophe? Euh, Juste sur les dirigeants, tu as évoqué en début de cette partie le problème avec le public. Moi, je trouve à part sur les réseaux sociaux, je ne crois pas qu'au niveau du stade, en tout cas, on ressent vraiment une animosité envers Gourvenec. Je pense qu'on a eu bien pire que ça, hein. Souvenez-vous de l'époque Girard, où on était plutôt quand même en haut du classement, où on faisait des matchs où il se passait pas grand-chose, on marquait un petit but par match. Alors, on avait des résultats où on finissait à 1-0, mais ça sifflait dans le stade. C'était, voilà, ça chargeait René Girard. Là, je trouve que, bon, effectivement, on n'a pas les résultats qu'on escomptait après un titre, mais je trouve qu'à part vraiment sur les réseaux, comme je disais juste avant, on est quand même plutôt calme. Enfin, voilà, je pense pas que le public mette une pression. Georges n'a pas l'air d'accord, mais enfin, Non, c'est sur Gourvenec je simplement. trouve Parce qu'en que, voilà, effet, c'est pas méchant. l'équipe, l'équipe est soutenue, mais sur les matchs, à chaque fois que je vais les voir, quand même, Gourvenec se fait copieusement siffler, quoi, à l'énoncé. Ça a Ouais. été le cas. J'ai vu contre Wolfsburg, ça a été le cas contre Reims aussi, où bah voilà, toute l'équipe est ovationnée, sans vrai. Et puis quand c'est Gourvenec qui est annoncé, il y a quand même une bronca, alors qui s'atténue depuis quelques Ouais, matchs, mais je parle vraiment de Gourvenec au niveau du. je pense que le match de Séville a aidé justement à faire redescendre un petit peu tout ça. Hum, Donc, Baptiste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la responsabilité des dirigeants? Alors, on parle souvent, par exemple, de l'autoritarisme de l'État qui ne supporte aucune contradiction, enfin, qui ne supporterait aucune contradiction. Les détracteurs de Gourvenec disent même que bah, c'est le seul qui a accepté de travailler avec Olivier Létang, et lui, Létang l'a choisi parce qu'il avait la main mise sur le coach. Est-ce que c'est un fantasme ou une réalité? Je vais te poser la question. Est-ce que Gourvenec est finalement le seul qui a accepté de venir au LOSC parce qu'il a dû hériter du groupe de joueurs sans avoir son mot à dire, du staff qui n'avait pas choisi, ou du moins en grande partie? Euh, Quelle est parmi tout ça la responsabilité des dirigeants, Baptiste? Du coup, ben, je vais revenir sur l'arrivée de Gourvenec là-dessus. Je pense que ouais, Gourvenec doit être l'un des seuls euh, qui ait voulu venir au LOSC. Que je disais, voilà, pour moi, c'est un cas d'empoisonné pratiquement pour Gourvenec. On se rappelle voilà, de Ranieri qui avait dit qu'il y avait possibilité, mais qu'avec les temps, ça, je dis pas de bêtises, et après, bon, il n'aurait pas faire un Français. Pour moi, Gourvenec, ça ne devait pas être son premier choix. Je rappelle voilà, que Gourvenec a été pris la veille d'un départ en stage. Donc, c'est quand même, voilà, à 18h, on apprend ça et il s'en va à 20h directement en Belgique ou au Portugal, je ne me rappelle plus. Donc,
les dirigeants ont forcément des torts là-dedans. Après, Olivier Létang, on peut lui reprocher beaucoup, mais j'ai trouvé voilà, super intéressant le fait voilà, qu'il protège l'institution au niveau voilà, du cas Galtier, qui voulait, quand Galtier voulait partir, le fait que voilà, il ne laisse pas partir libre, etc. Et j'ai bien aimé aussi voilà, le recadrage un peu qu'il a fait avec Bourak quand celui-ci est sorti directement après le match. Alors, je ne sais plus c'était contre qui. Brest. Bah, j'ai contre Brest, voilà, quand il part, et donc après, quand Fenech dit, voilà, il y a eu un rendez-vous entre Bourak et Létang, ça, c'est plutôt pas mal de la part de Olivier Létang, mais sinon, pour moi, ouais, les dirigeants ont une grande part de responsabilité dans le fiasco un petit peu de ce début de saison lillois. Alors, il y a énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, avant de vous faire partager ces réactions, je voulais d'abord vous donner les résultats. On a un vainqueur pour ce match. Donc, il y en a quelques-uns qui ont proposé Sofiane Bouffal. Bien évidemment, ce n'était pas lui. Je vous rappelle que la question, c'était quel était le joueur angevin qui a évolué samedi dans l'effectif d'Angers qui ressemble plus à un dog. Donc, ça aurait été trop facile d'évoquer Sofiane Bouffal. La bonne réponse, c'était Jimmy Cabot. Je sais, j'ai honte, je ne recommencerai plus. Donc, c'est effectivement Jimmy Cabot qui ressemblait le plus à un dog. Et celui qui nous a donné la bonne réponse en premier, sauf erreur de ma part, c'est Gérard Boulanguet. Donc, on salue, qui est un fidèle du bistrot et qui remporte donc le livre de Fernando D'Amico, Game Football. Alors, parmi les... Donc, on le contactera pour lui donner les conditions de réception du livre. Alors, il y a plein de réactions. Alors, Julien, qui est en grande forme, nous propose une question pour la prochaine émission. Ce que nous vivons n'est-il pas lié à la faiblesse humaine du projet Lopez basé uniquement sur le fric, philosophie économico-sociale? Pourquoi on ne parle plus de Campos, Jean-Michel? On a quelqu'un, donc Olivier, qui propose à Thomas, avec le petit Lillois, de faire une cagnotte litchi pour payer la prime des joueurs. C'est aussi une idée. On pourra peut-être remobiliser les troupes grâce aux supporters internautes lillois. On s'associera à la cagnotte, hein, bien évidemment. Donc, alors Julien qui nous dit que quand on ne comprend pas l'arrivée d'un joueur, il faut toujours regarder qui est son agent, et il précise qu'il n'a pas la réponse concernant Gudmundsson pour répondre à ta remarque, Thomas. Nous avons donc Lionel qui nous dit que Liadji, c'est une vraie énigme. Pourquoi ne pas le faire jouer? On a fait réagir Parlons Losc, qui rebondit sur le fait que Liadji se soit grillé, mais c'est comique. Bourak, lui, il n'est pas grillé avec ses contre-performances, donc on lui laisse sa réaction. Donc, on parlait des transferts. Alors, si Bradaric, c'est Guillaume Delannoy qui nous fait part de cette remarque qui est intéressante. Si Bradaric est en tribune, ce qui expliquerait l'arrivée de Gudmundsson, est-ce que ce ne c'est pas parce qu'il a refusé un prêt qu'on lui avait proposé au Mercato? C'est aussi peut-être une sanction finalement sportive. Je vous avais dit qu'il y avait des réactions, hein. Donc, alors, je vais essayer de... Donc, pour Bradaric, Guillaume rebondit en disant qu'il a coûté pas mal de buts l'année dernière et que Renildo a gagné sa place de titulaire et que Bradaric savait qu'il partait de très loin en restant au club. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, alors Julien qui nous dit « Je ne pense pas que ce soit normal de huer son entraîneur, on doit être derrière lui et il faut le soutenir, d'autant plus qu'il a déjà montré de belles choses. » Et puis Lionel nous rappelle que malgré les soucis, nous avons quand même gagné un titre en début de saison, que nous sommes bien placés pour une qualification en 8e. Nous l'avons vu, cette équipe est capable de sortir des superbes matchs. C'est la bouteille à moitié pleine qui le met en avant. Et c'est sur cette note positive que je vous propose de conclure cette deuxième partie. Si je peux rajouter, je me pose la question et je vais vous poser la question à vous aussi. Sur la nomination d'un directeur sportif, voilà, on n'en a pas. C'est Létang qui est président et directeur sportif à la fois. Alors, sachant qu'avant, on avait Campos. Et justement, par là, les cas Bradaric, le cas Gudmundsson, moi, je pense que Létang, il a suffisamment de boulot en tant que président. Et s'il se rajoute des dossiers compliqués comme celui-là, comme celui de Tcheknias, comme celui de Bradaric, comme celui de Gudmundsson, etc., etc., je ne sais pas si avec
la nomination d'un directeur sportif cet été, ça aurait changé les choses. Parce que après, je sais qu'il y a quand même des clubs qui arrivent sans directeur sportif, mais là, je pense qu'avec un club comme le LOSC, qui est en difficulté pour trouver des joueurs cet été, ça aurait pu être utile. Voilà, je vous pose la question, je sais pas, je voulais avoir votre avis. Alors, ça me permet de citer une phrase de votre lettre ouverte sur le site Le Petit Lillois qui dit qu'un chef est un homme qui a besoin des autres. C'est peut-être une citation à faire méditer à Olivier Létang, qui effectivement est connu pour sa volonté de ne pas trop déléguer, notamment dans le décisionnaire. Donc, est-ce qu'un directeur sportif aurait été une bonne chose pour le LOSC peut-être, mais avec quels moyens, avec quelle autorité, c'est tout le débat. Si c'est juste le titre, ça n'a pas forcément un intérêt important. Quelque chose à rajouter parmi les autres piliers du bistrot, notamment sur ce sujet de l'absence de délégation d'Olivier Létang? Armand, il sert à quoi dans le club, en fait? Donc, du coup, quel est son rôle exactement? C'est une bonne question. Et le barbecue. Apparemment, c'est le lien entre les joueurs et la direction, mais c'est pas du tout un rôle de directeur sportif, hein, pas qu'on sache en tout cas. Voilà, apparemment, Sylvain Armand a plus le rôle qu'avait avant Franck Beria qu'un vrai rôle qu'un rôle de directeur sportif ou qu'un rôle de la responsabilité, en tout cas, dans l'équipe. Après, il est peut-être le regard aussi de l'étang au quotidien. Ils font certainement un duo qui est en tout cas connu et de longue date. S'il prend la place de Beria, c'est inquiétant pour lui. Pardon? S'il prend la place de Beria, c'est inquiétant pour Sylvain Armand. On va le retrouver au fin fond de la Sibérie, à aller superviser des joueurs dans quelques temps, donc, au changement de direction. Puisque c'est le rôle de Franck Beria de devenir maintenant recruteur ou examinateur de jeunes joueurs pour le LOSC, c'est inquiétant pour la suite de sa carrière, hein, monsieur Sylvain Armand. Outre les temps, il y avait Roudet aussi, non, Roudet, dans l'organigramme. Mais Roudet qui a une fonction plus administrative, si je ne dis pas d'erreur. C'est le directeur administratif du club. Il gère les salaires, les salariés du club, il gère la partie hors sportif finalement, alors que l'étang, il a vu sur tout, mais c'est vrai qu'il il manque ce rouage, mais est-ce que ce rouage aurait eu un rôle? C'est toute la question qu'il faut se poser. Les mauvaises langues diraient presque pour les temps, ouais, c'est Roudet qui tire la pompe droite et Armand la pompe gauche, quoi. Écoutez, en tout cas, on espère que Franck Beria ne prendra pas froid en Sibérie, parce que si c'est là la piste de recrutement pour les équipes lilloises dans les prochaines années, il faudra qu'ils mettent une écharpe. Je vous propose de passer maintenant à la troisième partie de l'émission. Il est 21h38, on était un peu bavard, on a déjà débordé. On va se prendre encore une dizaine de minutes peut-être pour faire le tour des chances du LOSC de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ou pour l'Europa League à 2 journées de la fin de la poule avec un classement qui, je vous le rappelle, est premier Salzbourg avec 7 points, deuxième Lille avec 5 points, troisième Wolfsburg 5 points, Séville dernier ferme la marche avec 3 points, avec 2 matchs restants pour Lille, donc la réception de Salzbourg et le déplacement à Wolfsburg, ce qui me permet d'ailleurs de faire une petite remarque au préalable pour les supporters qui nous écoutent. Les Dogs du Net, associés comme d'habitude avec le Chagno, organisent un déplacement à Wolfsburg en autobus. Donc, vous pouvez nous contacter en MP. Donc, le prix n'est pas encore complètement fixé, mais ça ne devrait pas tarder. On vient d'avoir le prix des places au stade de Wolfsburg qui n'est pas très élevé par rapport aux pratiques de certains clubs. Donc, normalement, le prix devrait tourner en dessous de 80 €, voire même un petit peu en dessous. Donc, envoyez-nous un petit MP. Les pré-réservations sont lancées avec juste un acompte de 50 € pour pouvoir prendre place dans les bus où les places seront forcément très limitées. Cette parenthèse commerciale étant fermée,
je vous invite donc à réfléchir sur les chances de Lille. Comment vous analysez la possibilité du LOSC pour terminer ces poules? Thomas, on va commencer par toi. Tu les vois terminer premier, deuxième, troisième ou à la place du con? Et ben, je pense que c'est la troisième partie, c'est la seule qui est assez positive, hein, parce que jusque-là, on broie un peu du noir. Mais là, la LDC, c'est particulier, hein. Moi, je suis super enthousiaste parce que voilà, on a nos chances en main. On reste sur un très très bon match contre Séville, contre qui on gagne 4 points sur 6, alors que c'était censé être la meilleure équipe du groupe. Et voilà, on a un prochain match à jouer à domicile contre une équipe. Je pense que de toute façon, on peut battre toutes les équipes du groupe si on est au niveau de Séville match retour. Donc moi, je nous vois bien nous qualifier en huitième. Je suis vraiment optimiste. Et voilà, j'espère qu'on va le faire. Franchement, j'espère qu'on va le faire. Parce que là, on sait qu'on a beaucoup de mal dans cette compétition depuis quelques années. Et là, quand on sait qu'on a 5 points et qu'on a notre destin entre nos mains, je pense que ça va le faire. Baptiste, quel est ton pronostic? Comment tu le sens, cette fin de poule pour la Ligue des Champions? Je suis un peu comme Thomas, je suis assez optimiste dans ce groupe où tout est possible, où en cas de victoire voilà, contre Salzbourg, on pourrait être premier, mais en cas de défaite, on pourrait, je pense, devenir quatrième. Donc c'est vraiment une poule du tout est possible. Je pense, voilà, on pensait que Salzbourg était presque invincible. Wolfsburg les a battus. Donc ça, c'est un super bon point. Donc je pense vraiment que LOSC a toutes ses chances. Au vu des 3 premiers matchs qu'elle a joués, je pense que LOSC a toutes ses chances. Et qui, voilà, on espère que la victoire contre Séville en cochera une dynamique positive et qu'on se qualifiera en huitième. Ça nous fera vraiment du bien. Pour même la saison en Ligue 1, je pense qu'une qualification en huitième en Ligue des Champions peut emmener une bonne dynamique pour la saison en Ligue 1. Alors, il y a déjà des pronostics sur les réseaux sociaux. On a Guillaume qui nous dit que pour la qualification, la victoire est obligatoire face à Salzbourg. Pas le choix, sinon la troisième place se jouera en Allemagne où le LOSC n'a jamais gagné, il me semble. Je confirme. Alors, je sais qu'il y a des statisticiens qui sont meilleurs que moi dans cet exercice. Le LOSC n'a jamais gagné en Allemagne. Et en tout cas, il n'avait jamais gagné en Espagne non J'allais dire, plus. oui. Bon, bah, Et maintenant, la chose est faite. ça va Et être on, l'année des premières. voilà, et on a Gérard qui pour fêter la victoire et le gain du livre, nous remarque finalement que seule chance, Ah, une bâtard, victoire à tu m'as tué. Wolfsburg, C'est car je pense que Salzbourg va nous le poser niveau beaucoup de de mon problèmes grand-père à avec qui fait les domicile. grands. J'en peux plus. Incroyable. Il y a un son comme ça que j'ai entendu, je ne sais pas Non, qui, non. qui a C'est parlé. moi. Alors, et on a Julien qui nous confirme que le prix des places bon marché en Allemagne n'est pas une surprise parce que c'est un vrai pays de supporters et donc qui nous confirme l'information du prix. Christophe, est-ce que tu veux nous donner ton avis sur ton sentiment de cette poule? Quelle va être finalement les équipes qualifiées? Quelles sont les chances du LOSC? Et qui va terminer à la fameuse place non qualificative à rien du tout? Euh, Moi, je vois un statu quo dans la poule. Je pense que les deux premiers actuels passeront. Voilà, je crois que ça va rester comme ça. En tout cas, je l'espère. Euh, alors, évitons les pénaltys pour une fois. Essayons un petit peu de mettre Salzbourg en difficulté en évitant qu'ils aient des pénaltys à tirer parce que je crois que depuis le début de la compétition, ils en ont eu pas mal. Donc, évitons de leur donner cette opportunité. Il faudra expliquer à Boura que c'est les mains dans le dos et on ne se retourne pas. Donc, je dis ça juste comme ça, hein, c'était juste pour être mauvaise langue. Voilà, c'est une belle équipe, Salzbourg, donc on risque d'assister à un beau match en espérant que derrière, on ait juste à fermer la boutique, comme on ne sait pas le faire en Allemagne, et d'assurer la qualification, tout simplement. Voilà. Georges, je crois que c'est à ton tour. Oui. Bah, moi, une petite remarque par rapport à tous les précédents européens. Je pense que c'est la première fois cette saison qu'on a toutes les cartes en main et on a toutes les cartes en main même pour assurer une première place. Ça passe évidemment par l'exploit de battre Salzbourg à la maison. Je rappelle que si on a cette victoire contre Salzbourg,
On se garantit quasiment un printemps européen. Reste à savoir à quelle place, mais je veux dire, c'est clairement envisageable. Je crois que la victoire à Séville rend les choses possibles parce que avant le tirage, on a dit qu'il y avait une équipe qui était compliquée, qui était plus forte que les autres, c'était Séville. Bon, Salzbourg a un petit peu démontré le contraire, mais je pense que quand on sait gagner à Séville, il y a moyen de battre Salzbourg à la maison, ce qui voudrait dire que forcément les Lillois seraient à la première place. Euh, donc, on peut se mettre à rêver même plus loin, quoi, parce qu'une première place, ça peut augurer peut-être d'un tirage un petit peu moins compliqué pour les huitièmes, quoi. Voilà, je vais être ultra optimiste, mais je me dis qu'on a peut-être un gros coup à faire dans cette poule. Un tirage moins compliqué, tu parles de l'Ajax Bah, éviter Amsterdam, le pas Bayern. Quoi? Hein? l'Ajax Amsterdam au plus grand des hasards? Ouais. Bah, si on joue comme on joue cette année, moins inquiet, quoi. Alors, je vous propose donc de faire un dernier tour de table, finalement. Quels sont, alors, je pense que que Christophe a déjà répondu. Quelles sont pour vous les deux équipes qui se qualifieront pour les huitièmes quelle est l'équipe qui sera éliminée de toute compétition européenne? Thomas, à toi de te lancer dans ces pronostics. Donc, si le LOSC termine deuxième, je pense que Salzbourg va terminer premier. Voilà, c'est son premier 9 points. Je pense qu'il leur faut qu'une victoire hein, pour être qualifié, normalement. Donc, Salzbourg est la seule équipe parmi les quatre qui peut être qualifiée dès le 5e match. ok. Et c'est pareil. Séville est la seule équipe qui peut être éliminée dès le 5e match si ça ne se passe pas, en fonction des autres résultats. Maintenant, dans 90% des cas, les quatre équipes seront encore concernées à la veille du dernier match. Et je vois Séville remonter et Wolfsburg terminer dernier. Wolfsburg, je sais pas, ils viennent juste de changer d'entraîneur. Et Séville, c'est une équipe quand même bien en place. Et je pense que voilà, ils vont tout donner sur le dernier sprint final et réussir à arracher une place en Ligue Europa. Baptiste, à toi de jouer. Moi, je pense que Wolfsburg va revenir parce que ouais, ils ont changé leur coach, mais le problème, c'est qu'en changeant leur coach, ils ont gagné contre Salzbourg. Alors ça, c'est ça. Mais pour moi, non, je pense que Wolfsburg va finir troisième et je pense comme Christophe que ça, voilà, Salzbourg premier, Lille deuxième, que le classement bougera pas sur ce point de vue. Je pense que ouais, ça me paraît pas mal. Christophe, je ne te repose pas la question, tu n'as pas changé d'avis? Non, non, on reste comme ça. En plus, Baptiste venant de rappeler quel était ton classement, tu n'as vraiment plus rien à faire. Je suis en train de penser, Contrairement à Olivier Létang, tu délègues. c'est ça. Georges, à toi de terminer cet exercice. Bah moi, comme je pense qu'ils sont super mobilisés, qu'ils vont battre Salzbourg, qu'ils vont peut-être gagner les deux premiers matchs, ça leur garantirait la première place. Alors moi, mon souhait, c'est vraiment un souhait par rapport à ce que j'ai vu en prestation de jeu. J'espère voir Lille et Salzbourg passer. Et au vu de la double prestation contre Lille, ça doit être très fort. C'est quand même très dégueulasse à voir jouer. Je serais pas malheureux que Séville passe à la trappe, quoi. Parce que c'est une équipe, ça a truqué sur le match retour. C'était vraiment dégueulasse, quoi. C'était pas beau. Alors, on a des commentaires. Alors, je vous rejoins, hein, je n'ai pas donné mon avis, mais pour moi, on aura la clé de la poule se situera dans la prochaine journée, notamment pour la 3e et 4e place, qui devrait se jouer entre Wolfsburg et Séville. Et puis, donc, toujours le pronostic optimiste, Lille devrait terminer normalement à la 2e place. Alors, si on termine 2e, il y a Guillaume qui nous précise sur le chat qu'on a déjà l'Ajax, un client qu'on connaît bien, et Liverpool en adversaire potentiel en 8e de finale. Donc on aura Bayern. et le Bayern très certainement. Ça nous fait de très belles affiches à Pierre Mauroy. On en salive déjà. Il nous précise également qu'il y a une dizaine de millions d'euros en jeu. En tout cas, c'est aussi un enjeu financier qui devrait plaire à tout le monde. Et on a Julien qui salive à l'annonce des affiches potentielles des huitièmes de finale. Alors, je ne vais pas vous demander qui vous préféreriez en huitième de finale, parce que ça porte malheur. Hein. On se posera la question en temps utile dans un des bistrots de début janvier ou fin décembre, si c'est J'espère possible. juste pour la finale, le shérif Tirapol, quoi.
C'est un beau pronostic. La cote est élevée sur les sites de paris sportifs, hein. La Ah, cote elle est plus serait que le élevée. 5-4 que la Batistade, ouais. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'il est 21h49. On a fait le tour de l'actualité de cette semaine. Thomas, notre invité, est-ce que tu as quelque chose à rajouter globalement, un dernier message à faire passer pour les auditeurs du bistrot d'Aller le LOSC? Eh ben, oui, j'ai un message à faire passer. Venez tous au stade pour la Ligue des Champions. Je pense que ça va être super bien. Ce qui est bien avec le LOSC Ligue des Champions, c'est qu'en fait, on a été frustrés. Alors qu'en Ligue 1, enfin, généralement, quand on fait un match de merde, bah voilà, on se dit qu'on n'avait aucune chance de gagner. Par exemple, contre Clermont, voilà, on n'avait aucune chance de gagner. Alors que là, contre Wolfsburg, on a très bien joué. Contre Séville, c'était un peu parfois soporifique, mais pareil, on a fait un très bon match. Et je pense que voilà, on monte crescendo. Et je pense que le match contre Salzbourg, si on est du monde au stade et qu'il y a un réel engouement, une vraie ambiance, il peut se passer quelque chose. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller au stade mardi prochain. Alors, on partage cet avis, d'autant plus qu'on le disait il y a quelques émissions, c'est que finalement la première victoire du LOSC en Ligue des Champions depuis une dizaine d'années, elle sera peut-être un détonateur, parce qu'on voyait arriver une espèce de complexe lillois à chaque rencontre de Ligue des Champions, avec à chaque fois des performances qui étaient satisfaisantes, globalement intéressantes, mais avec toujours ce petit détail qui venait modifier le résultat, le coup de sifflet de l'arbitre, la VAR qui annule un but pour une touche qui n'existe pas, le pied droit d'attaquant qui tremble, le gardien qui fait un super match. Donc tout ça, c'est des choses qui devenaient presque traumatisantes et finalement, on peut espérer que cette victoire, en plus à l'extérieur, et chez un gros client en théorie, elle permette au club de se décomplexer et de faire une fin de poule qui nous permettra d'avoir beaucoup de plaisir au stade. Donc en tout cas, je renouvelle finalement cet appel de Thomas. Venez tous au stade. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, pour l'émission du Bistrot d'Alelosc, on vous fera gagner une place pour Lille-Salzbourg avec une nouvelle fois une question très intéressante du bistrot d'Aller le LOSC. Alors, je voulais vous remercier, donc remercier Thomas et le site Le Petit Lillois qu'on a accueilli pour la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Vous êtes les bienvenus dans le bistrot d'Aller le LOSC, hein, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On reviendra. On a été bien accueillis. Je voulais remercier également les piliers du bistrot présents ce soir. Merci à Georges. De rien, toujours un Merci. plaisir de venir aussi. Merci à Christophe. Merci à vous, chers amis, et on lâche rien surtout. Et on ne lâche rien avec Baptiste. Merci Baptiste de la page Breaking Dogs. Merci à toi. Merci à tous les intervenants qui nous ont écoutés en direct sur le groupe Allez le LOSC et la page du bistrot d'Allez le LOSC. Merci pour tous vos commentaires. Le chat a été très actif ce soir. Je vous en remercie. N'oubliez pas que l'émission sera proposée en replay sur la page YouTube du bistrot d'Allez le LOSC d'ici quelques heures, le temps de faire le montage qui va bien. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Sans LOSC, sans match du LOSC, mais ça ne nous empêche pas de nous dire une nouvelle fois, allez le LOSC. À bientôt. Bonne soirée à tous.